Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette session d'information. Voici les titres du journal. L'adolescence, un passage compliqué dans l'éducation des enfants. Comment gérer les relations parents-enfants pendant cette période? On en parle. La consommation des fruits produits à base d'engrais chimiques peut avoir des conséquences sur la santé humaine. Un spécialiste nous éclaire. Et puis nous irons au Maroc à la découverte de la Kasbah d'Agati Oufella. C'est une forteresse majestueuse qui a rouvert ses portes au public après 2 années de travaux de restauration. Merci de votre fidélité. Très souvent, l'âge adolescent est l'âge le plus compliqué dans l'éducation des enfants. Des crises de colère, de mauvais comportements des enfants qui ne sont plus obéissants et des parents pensent à tort ou à raison qu'il faut user de la force pour redresser le cheval rebelle. Qu'en est-il réellement? Comment procéder pour assurer une meilleure éducation des enfants, surtout à cet âge? Quelles aptitudes adopter pour réussir ce passage obligatoire? La réponse avec Reine Ouéra et Louis Kouroubo. L'adolescence est une période de transition entre l'enfance et l'âge adulte. Une période faite d'incompréhension, d'incertitude et surtout de crise. Si l'enfant a trouvé une période là, j'ai dit à sa maman de lui faire comment arranger ça, quoi. Parce que ça, ce n'est pas affaire de papa. Je le suivais. Je l'ai appelé un soir, je lui ai dit, maintenant, reste là. Là où tu es maintenant, là, tu es déjà une femme. Parce que ce que tu as trouvé là maintenant, quand tu ne sais pas calculer, et si quand un garçon te rapporte maintenant, tu vas tomber enceinte et c'est fini. Or, je veux que tu avoir tes diplômes. Les hommes, les garçons, je leur dis toujours, il ne faut pas faire du désordre, il ne faut pas être pressé de quelque chose. La crise d'adolescence suscite beaucoup d'interrogations, voire une certaine appréhension chez les parents. C'est un passage inévitable durant lequel le rôle parental est mis à rude épreuve. Il y a des états de la vie qu'il faut célébrer. Par exemple, quand l'enfant a 7 ans, on appelle ça carrefour de la première crise de l'enfant. Mais c'est l'âge auquel l'enfant a la connaissance du bien et du mal. Il faut célébrer cela. Faire asseoir l'enfant, lui parler, lui dire à partir d'aujourd'hui, tu peux savoir ce que tu fais, surtout au niveau de la fille. Quand ça se manifeste surtout par l'apparition des menstrues, qu'il faut faire asseoir l'enfant, lui parler, surtout la maman, lui faire comprendre ce qu'il attend désormais dans la société. L'adolescence implique donc une modification de l'organisation du système familial. Pour y faire face, il est conseillé d'établir des limites. Il faut écouter les enfants, oser quand même accepter qu'il puisse y avoir dialogue entre parents et enfants. Ce n'est pas le dialogue que nous pouvons communiquer avec nos enfants. Que les parents puissent aussi apprendre à donner leur avis aux enfants sur des sujets donnés et accepter que l'enfant puisse donner aussi son avis. C'est très important. Il doit susciter au niveau de ces enfants la prise de conscience, d'accord, pour que sa puberté ne soit pas source de nuisance, non seulement pour la personne elle-même, et aussi que chaque parent puisse dire que mes enfants doivent être meilleurs que moi. S'il ne fait aucun doute que l'adolescence est une phase compliquée pour tous les changements qu'elle implique, tant pour les jeunes que pour les familles, une place de choix doit être accordée au conseil, au dialogue et à l'échange de points de vue. Les producteurs de fruits utilisent des engrais chimiques pour accroître le rendement de la production, une façon de faire qui peut porter atteinte à la bonne santé de l'homme. Quelles peuvent être les conséquences de la consommation des fruits produits avec engrais sur la santé? Sossou Maouna Gérard, médecin généraliste, nous en parle. Il est au micro de Marcel Betoro et Oded Dossou. L'utilisation de produits chimiques pour la production des fruits a de conséquences sur la santé. Les pesticides peuvent traverser la barrière placentaire et se retrouver dans le sang de l'enfant. Donc, l'enfant n'a pas le temps d'atteindre le stade d'accouchement. Il peut s'agir d'un retard de croissance, il peut s'agir d'hypotrophie.
L'autre partie concerne les cancers, notamment les cancers du sang, pas de leucémie. D'autres conséquences concernent le sexe de l'enfant et peut entraîner soit des malformations ou soit plus tard des problèmes de fertilité. Chez l'adulte, les problèmes les plus répertoriés en termes de conséquences sanitaires, nous avons on parle de bronchopneumopathie chronique obstructive. Cela peut entraîner d'autres symptômes comme des céphalées, les maux de tête, l'anxiété, l'irritabilité, l'insomnie parfois. Mais comment faire pour moins s'exposer? Je pense que c'est plus à ce niveau qu'on peut avoir des résultats. Puisque dans tout le lot des pesticides, il y en a qui sont connus déjà très très nocifs pour l'homme. Et donc certains ont été retirés du marché. Donc il faut que cela soit respecté réellement sur le terrain. Et donc l'État doit veiller à ce que les contrôles puissent se faire régulièrement au niveau des concernés pour que le respect soit à ce niveau. Il faut que la population également se renseigne de l'origine des produits. Ça permet à la population déjà de pouvoir faire un bon choix. Suivons à présent la nation en bref avec Ulvaeus Balogun. Les prévisions macroéconomiques sur la période 2023-2025 sont sujettes à des incertitudes qui pourraient affecter leur réalisation. D'après le document de programmation budgétaire et économique pluriannuel 2023-2025, 3 scénarios de la croissance économique sont possibles selon l'évolution probable de la conjoncture au plan international et sous-régional. Le taux de croissance s'afficherait à 6,2% en 2023 et s'établirait autour de 6% à l'horizon 2025 si l'activité économique reste dans la dynamique observée sur la période 2017-2021. Mais dans un scénario optimiste, suivant l'hypothèse d'une atténuation rapide des tensions géopolitiques actuelles, d'une non-aggravation de la situation sanitaire et d'une évolution favorable des autres risques qui pèsent sur l'économie, le taux pourrait atteindre 7,8% en 2023 et 9,4% en 2025. En revanche, la croissance pourrait être moins importante en s'affichant à 4,7% en 2023 et 4,8% à l'horizon 2025 en cas d'aggravation des tensions géopolitiques, notamment la crise en Ukraine et un durcissement des sanctions internationales contre la Russie. Le conseil d'administration du MCA Bénin 2 a tenu sa 29e session ordinaire. Occasion pour faire le bilan à mi-parcours du programme, examiner la documentation, les décaissements des ressources financières et le plan de passation des marchés résiduels devant permettre d'assurer la consolidation des actions du programme. D'après le coordonnateur national du MCA Bénin 2, de l'entrée en vigueur du compact le 22 juin 2017 au 31 décembre 2022, la performance globale du fonds compact sera de 94,12% pour les engagements et de 73,05% pour les décaissements. Pour l'ensemble des ressources, y compris la contribution du gouvernement béninois, ces taux sont respectivement de 95% et 75%. Toutes choses qui témoignent de l'accomplissement efficient de cette mission d'envergure nationale et qui dresse ainsi le tapis au 3e programme du Millennium Challenge Corporation, récemment signé aux États-Unis concernant le programme régional de transport Bénin-Niger. Et je l'annonçais dans les titres, c'est une forteresse majestueuse qui culmine à une hauteur de 236 mètres érigée en 1540 par le roi marocain Mohamed Etchek. La Kaaba d'Agadi Oufela a rouvert au public après 2 années de travaux de restauration. Les architectes et ouvriers en charge du chantier ont privilégié un savoir-faire ancestral et des techniques respectueuses de l'environnement.
Seuls des matériaux naturels et locaux ont été utilisés. Les précisions dans ce reportage de nos confrères de France 24. Le téléphérique d'Agadir, le seul au Maroc. Depuis quelques mois, il permet de monter jusqu'à la Casbah. Un moyen de transport dernier cri pour rejoindre une citadelle tout juste restaurée après 2 ans de travaux dirigés par l'architecte Salima Nagy. Cette citadelle, elle a malheureusement subi le tremblement de terre de 1960. À ce moment-là, toute l'histoire a été complètement détruite. Voici la Casbah avant et après le séisme. Le credo de cette franco-marocaine choisie pour la restauration, l'architecture traditionnelle et les méthodes ancestrales respectueuses de l'environnement. Des méthodes finalement très modernes, la preuve avec ces murs parasismiques. La technique de cette pierre sèche associée au bois, donc une structure qui le chaîne, le bois chaîne la pierre, fait que s'il y a un séisme, tout ceci va vibrer, se repositionner. Sur ce chantier, les matériaux sont autant que possible locaux. Du bois de laurier teint pour les plafonds, des pierres pour les murs, un choix fait avant la crise Covid, plus pertinent encore aujourd'hui. Avec l'inflation de l'acier et l'inflation du béton, évidemment, toutes ces questions sont devenues cruciales. Salam alaikum. Toutes ces questions sont devenues centrales. Les ouvriers, eux, sont fiers de retrouver les techniques des anciens. J'aime le patrimoine, travailler sur des monuments. Ça exige de travailler avec implication et droiture, comme les anciens, pour que ça tienne sur la longue durée. Côté visiteurs, tout le monde semble convaincu, touristes étrangers comme marocains. Il n'y a pas de ciment, il n'y a pas de fer, il y a pas de... c'est juste des matières nobles, vivantes. Tout a été détruit, donc c'est bien, je trouve qu'ils rénovent et d'une manière artisanale. Dans le respect de la tradition, ça c'est bien. Salima Nagy se bat depuis des années pour convaincre qu'une autre architecture est possible. Direction l'arrière-pays où elle multiplie les projets. Celui de l'oasis de Tarjiste est inauguré ce jour-là. 8 ans de travaux pour réhabiliter cet ancien souk colonial. Même quand les températures dépassent les 45 degrés l'été, pas de climatisation ici, grâce à ces briques de terre crue. À l'intérieur, il y fait frais, parce que justement, c'est construit dans ces matériaux, qui sont des matériaux nobles. Dans un contexte de réchauffement climatique, cette architecture oasienne peut servir de modèle. Surtout, explique le géographe David Guéry, le mari de Salima, les matériaux utilisés émettent peu de CO2. On est ici sur des techniques de construction à faible intensité carbone, alors que si vous avez donc du béton armé, eh bien vous allez avoir des constructions à très forte intensité carbone et donc énormément d'émissions de CO2 pour produire votre architecture et énormément d'émissions de CO2 pour vivre dans cette architecture et énormément d'émissions de CO2 pour détruire cette architecture. Le béton reste pourtant le matériau roi jusque dans les vallées du sud marocain. Préserver les maisons traditionnelles est un défi. Celle perchée sur ce piton rocheux menacé de s'écrouler avant l'intervention de Salima et de son équipe. Salam alaikum. Ça coûte pas plus cher de refaire une maison comme ça que si on met juste des parpaings, du béton? Non, certainement pas. C'est plutôt le contraire. Tout est à notre disposition. La terre, on la trouve là. Le plâtre, ça coûte pas cher. Le béton, par contre, c'est cher. Et puis, tout ce qu'on fait venir de la ville, ça a un certain coût. L'utilisation du bois local permet aussi de mieux entretenir la palmeraie et d'éviter les incendies plus fréquents avec le réchauffement. Et ce sera tout pour ce journal, à revoir sur le site de l'OACTB, www.oactb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis.